Rebonjour tout le monde. Ici au Québec, ça va être l'après-midi. En Europe, le soir. Le programme, toujours encore bien le fun. Beaucoup de commentaires. Fait que c'est bien agréable, c'est interactif. Gênez-vous pas. C'est une belle participation. Cet après-midi, on va avoir notre première table ronde avec Sébastien. Je me retourne vers lui après ça. Puis on a Pascal Bergeron, on a Jean-Philippe Gauthier, on a ensuite Alain Simard et John McDonald. C'est ça. La table ronde. Salut Sébastien, on arrive là, enfin. Salut Yvan. J'ai envie de vérifier comment tu te sens d'arriver là, assis, là, en gérant tout ça, là, parce que ça paraît pas, mais c'est toi qui gères toute la technique. Ben là. oui, Comment ben t'arrives, oui. là? Ben écoute, ça me demande de quoi de venir m'asseoir ici, hein? Parce que, tu sais, là, c'est mon côté très rationnel là, qui est sollicité pour tout faire bouger ça. Là, je m'en viens ici pour parler de la table ronde féminine Ben ouais. que j'ai animée, tu sais, qu'on a préparée ensemble, puis que tu m'as demandé d'animer ça, Yvan, tu sais. Alors, c'est ça, je m'en viens parler de ça, puis je vais prendre le temps de me déposer plus dans ma sensibilité, là, tu sais, pour me ramener dans le processus, en fait, de ce projet-là là, qu'on a eu ensemble pour le colloque. Ouais. Puis dans ta sensibilité à ces quatre filles-là, Effectivement, l'idée pour moi, tu sais, on part d'une table ronde où les filles vont se dévoiler en quelque part hein, dans leur relation aux hommes par rapport à la vulnérabilité puis la sensibilité. Fait que c'est important pour moi de créer le lien, tu sais. Alors, autant avec les hommes qu'avec les femmes, tu sais, on a fait une pré-rencontre sur Zoom. Donc, les filles, les quatre ensemble, juste pour prendre le temps de se connaître, de casser la glace, tu sais, de créer la relation, tu sais, avant de faire notre tournage, là, qui a eu lieu quelques jours plus tard. Fait que c'est sûr qu'il y a une relation qui s'est créée par rapport à ça. T'as été soucieux de créer un lien avec elle avant de faire la table ronde, Ben oui, le panel, ben oui. là. C'est super important. Pour moi, mon travail à travers tout ça, c'était plus de créer un climat de confiance, un climat qui allait être propice au dévoilement, tu sais. Tu sais, moi, je t'ai demandé de faire ça. Pourquoi je voulais avoir une table ronde de filles? Comme je disais, puis on en a parlé souvent ensemble, on veut promouvoir une masculinité qui est ouverte aux autres, aux femmes, à la différence. Puis je trouvais important, puis on jasait de ça ensemble, que les femmes puissent s'exprimer. Eux autres, ils vivent ça comment? Tu sais, la sensibilité des gars. Tu sais, est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des manques? Je voulais qu'il y ait une place pour ça. Puis c'est ce que tu es allé chercher. Oui, absolument. Puis c'est le fun parce qu'avec les gars, en quelque part, parler de masculinité à la table ronde masculine qu'on va voir demain, on savait un peu comment est-ce que ça allait tourner parce qu'on va parler de sensibilité. Alors les gars vont parler d'eux. Mais dans notre table ronde féminine, si on voulait avoir l'autre côté, hein, c'est justement comment est-ce que les femmes vivent avec la sensibilité et la vulnérabilité des hommes. Est-ce qu'elles souhaitent vraiment ça? Est-ce que c'est bienvenu tout le temps? La sensibilité de l'homme, y a-tu des moments où on préfère avoir le gars plus solide, hein, le gars peut-être plus viril, puis parfois le gars plus vulnérable, plus sensible? Alors moi, c'est dans ces zones-là que je suis allé questionner les quatre femmes, en fait, qu'on a choisies là, pour faire cette table ronde-là. Puis justement, on a réfléchi beaucoup pour choisir ces filles-là parce que il y avait comme des critères qu'on cherchait. Hein? Ouais. D'abord, des femmes qui ont du travail sur elles. Oui, absolument. Il y avait ça. Oui. Hein? Des femmes aussi qui ont vécu des expériences avec des gars puis qui sont capables de se situer dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il y avait ça aussi comme caractéristique. Absolument. Puis, tu sais, les quatre femmes qu'on a choisies, qu'on a rencontrées, tu sais, ça représente pas là, une population générale. Puis le but, là, c'était pas de créer des contrastes puis des conversations polarisantes. Ce qu'on souhaitait faire, en fait, c'est de rencontrer des femmes qui côtoient la vulnérabilité puis la sensibilité masculine puis ont déjà une ouverture à ça. Parce que c'est vraiment le thème du colloque, en fait. Donc, par le biais de cette table ronde-là, on va pouvoir entendre pourquoi les femmes, en quelque part, aiment la sensibilité masculine. Donc, c'est des femmes qui sont avec un cheminement, chacune d'entre elles, évidemment. Puis on va le voir à travers la table ronde qu'ils n'ont pas commencé avec ça.
les premières relations qu'elles ont eues quand elles étaient jeunes, elles ne cherchaient pas nécessairement des gars sensibles, mais c'est dans cette évolution-là d'apprendre à se connaître comme femmes, d'apprendre à connaître leurs besoins, qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont besoin de la sensibilité masculine pour avoir des relations qui sont nourrissantes pour elles. Puis ça a été un peu l'accomplissement ou de leur cheminement en tant que femmes en relation avec les hommes. L'expérience en relation avec les hommes qui leur a aidé à voir qu'ils ont ce besoin-là. Exactement. OK. Absolument. Tu nous présentes-tu Ben oui, on va commencer avec... on a Karina. En fait, je vais te parler de Karina, Yvan. Puis ça, c'est une femme, moi, qui m'a interpellé. Tu sais, Martin Léon, qui est notre porte-parole, a co-créé avec Karina une série qui s'appelait Il n'y a pas de vie sans conflit. Ouais. Puis moi, que je recommande d'ailleurs. Et Karina assistait Martin dans cette série-là et je l'ai entendue à plusieurs reprises. Bon, c'était un podcast. Puis j'ai trouvé que c'était une femme qui était ouverte, c'était une femme qui était à l'écoute, qui avait une belle expérience au niveau de la communication. Puis qui avait quand même une solidité. C'est une femme d'affaires, Karina, qui est assez affirmée dans qui elle est. Puis je me suis dit, ben ça va être une belle couleur de personnalité à venir ajouter à notre panel de discussion pour les femmes. Donc, on avait Karina Marceau. Ensuite de ça, Antoinette. Ouais. Antoinette, c'est toi qui me l'as suggéré, Yvan. Puis, tu sais, moi, juste pour te dire, au départ, tu sais, Antoinette, c'est une femme d'une grande sensibilité, qui a un vécu. Tu pourrais peut-être en parler. Présente-nous-la. Tu la connais? Moi, j'ai demandé à Antoinette d'abord parce que c'est une femme qui est capable de s'affirmer en relation avec les hommes, qui en même temps aime les hommes, tu sais, mais qui s'occupe d'elle. Elle ne pilera pas sur elle, puis elle ne se niera pas par amour de l'homme. Tu sais, c'est pas rien comme cheminement. C'est une Libanaise, tu sais, qui a été enfant soldat, là. C'est pas rien, là. Tu sais, jusqu'à autour de l'âge de 10 ans, qui a émigré ici. C'est une femme d'affaires. C'est une femme qui a fait la formation ici au CRAM, avec qui moi j'ai été assistante dans un groupe assistant. Puis c'est une femme qui a parti sa propre école ensuite de tout ça, de croissance personnelle. C'est une prof de yoga, beaucoup de démarches spirituelles. Beaucoup d'expérience de croissance, de connaissance des hommes aussi. Fait que moi, j'avais envie qu'elle participe à ça. Puis, tu sais, même si on n'essayait pas d'être représentatif de toute la société, on essayait d'avoir dans les groupes d'âge ou de communauté un peu... La diversité, c'est important. Ben oui, absolument. Ouais, encore ça qui nous a menés. Fait que absolument. Antoinette a apporté cette dimension-là que les autres ne pouvaient pas avoir. Absolument. Fait qu'on est vraiment content de leur recevoir, Antoinette, à notre table ronde. Notre troisième invité, Marie-Danielle Lucier, qui est thérapeute en relation d'aide, que je connaissais un peu pour l'avoir vue sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle anime des ateliers. Marie-Danielle, l'authenticité. C'est vraiment le thème de prédilection pour elle. C'est ce qu'elle aime. Elle est même en train de terminer un livre sur l'authenticité. Peut-être que tu peux nous en parler, Yvan. Tu la connais bien, Marie-Danielle. Ça fait longtemps que je connais Marie-Danielle. Écoute, c'est une belle personne. Une belle personne qui a un souci d'intégrité en relation, d'écoute d'elle-même. Encore une fois, c'est une fille qui... c'est un modèle de femme qui aime l'homme et qui se respecte dans son authenticité, qui s'écoute, qui perd pas sa liberté. Fait que j'avais envie qu'elle participe à ça pour nous donner son point de vue de ce qui l'attire vers l'homme sensible. Absolument. Aussi. Fait que Marie-Danielle a un long cheminement, puis c'est un modèle, c'est un leader. Marie-Danielle, dans la communauté du travail sur soi, elle a son propre travail avec l'authenticité. Elle donne des ateliers. Fait que c'est une personne riche à avoir. Là. Absolument. Puis qu'est-ce qui est le fun de Marie-Danielle aussi? Elle a un modèle masculin comme père, un homme très ouvert dans sa sensibilité puis dans sa vulnérabilité. Oui, Daniel. Donc, ça l'a formé, en fait, la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Fait qu'elle va avoir la chance de nous en parler un peu pendant cette table ronde. Elle a connu, à la base, elle a connu la relation avec l'homme, avec la relation avec son père. Fait qu'elle, elle peut pas avoir moins. C'est ce qu'elle a connu. T'sais. Absolument. Notre quatrième invité, en fait, on l'a découvert, moi je l'ai découvert
Lorsque j'ai regardé le film sur Colette Portelance, elle participait pour donner son opinion par rapport à Colette comme un témoignage. J'avais trouvé que Naomi était vraiment articulée. Je suis rentré en communication avec elle, hein, on en a parlé. Puis j'ai beaucoup aimé son point de vue parce que Naomi, elle a connu les deux cultures haïtiennes et la culture québécoise aussi en relation avec des hommes. Fait qu'elle a un point de vue qui est très différent des autres femmes qui participent à cette table ronde-là. Moi aussi, je l'avais entendu là, avec la soirée hommage à Colette Portelance, le film qui a été fait sur elle. Là. Puis en l'écoutant, moi aussi, j'ai fait « Wow! J'ai envie d'entendre cette femme-là. » Puis une femme, comme tu as dit, tu sais, qui a les deux cultures, mais surtout culture haïtienne. Puis en parlant avec elle, il y a des différences. T'sais, mais ça fait partie de notre culture. De la condition masculine qu'elle rencontre, elle, dans la communauté haïtienne. Puis c'est une femme qui, grâce à la culture, avec la culture québécoise, a connu c'est quoi d'avoir une place comme femme, d'avoir sa parole, d'avoir le respect d'elle en relation. Fait elle est entre les deux cultures, là, elle a besoin de ça. Elle y a goûté avec l'homme, puis dans la culture qu'elle est, ben, les comportements masculins sont plus difficilement ouverts à la sensibilité. C'est comme elle me l'a dit. Fait que c'est super riche de l'avoir avec nous pour avoir accès à ça. Puis je trouve ça le fun, là, que tu parles d'un féminin affirmé, parce que moi, c'est une des choses que j'ai remarqué, Yvan, à travers le groupe de discussion des femmes. Peut-être comparativement aux hommes, c'était différent, mais les femmes que j'ai rencontrées, ces 4 femmes-là, savent ce qu'elles veulent en relation dans leur vie, et je te dirais presque à la limite que c'est rendu non négociable. Il y a une affirmation de soi. Moi, je connais mes besoins maintenant. Je le sais ce que je veux en relation. Voici les qualités que je cherche chez un homme. Pas genre fermé puis chercher la perfection. Je veux pas moins. Je veux pas moins que ça. La sensibilité puis la vulnérabilité chez l'homme, c'est non négociable pour moi maintenant. Super. On est-tu prêt à regarder ça? Ben, je pense qu'on est prêt à regarder ça. On vous souhaite bon visionnement, tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du colloque Nouvelle Voix masculine, j'ai le plaisir de recevoir 4 femmes qui vont nous parler de leur relation avec la sensibilité masculine. Comment les modèles masculins qu'elles ont connus ont influencé leur relation affective avec les hommes? C'est quoi l'importance de l'expression de la sensibilité masculine en relation? Est-ce que les femmes veulent vraiment des hommes ouverts et capables de se montrer vulnérables? C'est ce qu'on va explorer avec mes invités aujourd'hui. Bienvenue à notre table ronde féminine. Bien, premièrement, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir participer à cette table ronde féminine dans le cadre du colloque Nouvelle Voix masculine. La première raison pour laquelle vous êtes ici, c'est vous avez tous en commun que vous avez un intérêt pour la sensibilité masculine. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mm-hmm. Puis, une autre raison aussi pour laquelle ça me fait plaisir de vous recevoir, c'est que chacune d'entre vous s'est engagée dans une démarche personnelle à travers leur parcours de vie, à travers laquelle vous avez pu vous regarder, vous observer aussi dans la relation avec les hommes. Puis vous en avez retiré des conclusions, vous avez fait des réflexions par rapport à ça. Puis tout ça dans le but de vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment dans la vie en relation, pour prendre soin de vous, en relation pour vous, puis en relation avec les autres aussi. Puis ça va teinter notre rencontre aujourd'hui. On veut vous entendre parler de votre cheminement à travers vos vies, dans la relation au masculin, qu'ils aient été coupés de leur sensibilité, ces hommes-là, ou très assumés dans leur sensibilité aussi. Pour continuer notre conversation, en fait, j'aimerais ça me référer à une petite rencontre qu'on a eue avant, où vous avez eu la chance de vous exprimer à propos des modèles masculins que vous avez eus dans votre enfance. Vous avez aussi parlé des impacts que ça a pu avoir sur vous comme femme, mais aussi dans vos relations avec les hommes. Mm-hmm. Puis je commençais avec toi, Naomi. D'accord.
Toi, Naomi, à la maison, vous étiez 6 enfants, n'est-ce pas? Oui, 6 enfants, 6 enfants. 3 garçons, 3 filles, oui. Exactement. Oui. Puis toi, tu as eu un père qui était très encourageant, supportant, mais souvent absent parce qu'il travaillait beaucoup. Oui, tout à fait. J'ai eu un père qui était très pourvoyeur, mais très absent aussi, ce Ouais. qui faisait en sorte que, ben, de par son absence, ça a créé un manque. C'est un manque de relation, un manque qui fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, je suis à la quête de remplir un vide que j'ai pas eu, que j'ai pas connu, que j'ai pas reçu plutôt de mon père, parce que de mon père, je savais qu'il m'aimait, parce que je manquais de rien, mais je l'entendais pas souvent dire « je t'aime ». Fait que ça a créé un manque de pas avoir accès à cette partie-là de sa sensibilité. C'est ça, ton père, il n'était pas très démonstratif dans dans sa sensibilité ou dans son ressenti. C'est pas quelque chose qu'il partageait avec vous, ça. Non, pas du tout. Presque pas, en fait. OK. Je dirais pas du tout parce qu'il l'a fait, mais presque pas. Je peux compter, je pourrais compter le nombre de fois que mon père m'a dit « je t'aime ». Hmm. Ça me touche de le dire parce que j'ai jamais douté qu'il m'aimait par ses gestes. Il le disait dans le non-verbal, par les actions. Mais le verbal, c'était difficile d'aller le chercher. Je me suis toujours sentie loin de mon père, même si on partageait des moments puis qu'il m'encourageait. Je faisais du sport, il venait, tu sais, il était très présent, mais pour moi, il était présent, mais quand même absent parce que je vivais je porte encore ce vide-là, en fait, en relation, qui fait que moi, j'ai besoin d'avoir accès à cette sensibilité-là chez l'homme pour me sentir proche. OK, merci d'avoir partagé ça. Ça me fait plaisir. J'irai avec toi, Karina. Ben, ça donne bien parce que je l'écoute et je me dis, mais je pense la même chose. Je ressens la même chose qu'elle. Alors, on est. Vous êtes en ligne là-dessus. Oui, tout à fait. Toi, tu as été élevé avec 4 gars. Oui, la Si je seule, la comprends fratrie. bien. Oui. Puis, ton père, c'est pas un homme qui exprimait beaucoup ses émotions. Non. Puis, tu nous as raconté aussi que ça a quand même eu des impacts importants pour toi dans ton enfance. Oui. Peux-tu nous en glisser un mot? Ça ressemblait à quoi pour toi? Mais en fait, un peu comme Noémie, moi, mon père, je sais qu'il m'aime, il est encore vivant. Fait que c'est aussi un sujet qui est délicat de parler de ça, absolument. de son papa qui vit encore. Aujourd'hui, il est relativement âgé, mais donc, présent physiquement, même chose, l'appui dans tout ce que je faisais et mon expression vers l'extérieur, c'est-à-dire une femme qui a sa compagnie, qui fait ce qu'elle veut, qui est autonome sur le plan financier. Ça, c'est beaucoup mon père, qui voyage partout sur la planète. Ça, cette force-là vers l'extérieur, c'est vraiment grâce à mon père. Merci, papa. Et présent à tous les jours. Donc, fonctionnaire, était là à tous les matins, à tous les soirs, mais absent sur le plan émotif. Et ça marque effectivement parce que un parent, donc ça peut être vrai pour la mère et le père, mais un parent qui ne pose pas de questions sur comment tu te sens, on dirait que ça enlève la légitimité de sentir ce que l'on ressent. Et par conséquent, moi, ça a fait en sorte que à chaque fois que je vivais une émotion, je la mettais dans une petite boîte. Puis la petite boîte se remplissait, la petite boîte se remplissait, la petite boîte se remplissait, au point où, à un moment donné, la petite boîte, elle a explosé. Là, je me suis mise à pleurer, mais là, je suis submergée par les émotions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et considérant le fait que les émotions étaient suspectes, puisqu'on n'en parlait pas, je pensais que j'étais en train de devenir complètement folle. Je suis en train de devenir folle et on va m'hospitaliser, je vais me retrouver en psychiatrie et tout ça. Ça a amené à une tentative de suicide. En fait, une tentative de suicide, je dirais plutôt un appel à l'aide. Dans mon cas, je ne voulais pas mourir. Mais là, je ne savais plus comment dire « je ne vais pas bien ». Pas capable de le dire avec des mots. Donc, ce qui ne se verbalise pas s'agit. Donc, j'ai pris un pot de médicaments et puis je me suis retrouvée à l'hôpital. Lavement au charbon, etc. Et ce qui est encore plus triste dans l'histoire, c'est qu'au sortir de l'hôpital, je suis dans la voiture avec mon père et il me dit, tu sais, Karina, on n'aura pas besoin d'en parler aux garçons.
ça va rester entre nous. Et ça, c'est d'une violence, mais d'une violence. Et donc, j'aimais aussi l'hypothèse que mon père a probablement vécu aussi ce type d'absence d'émotion-là. Et c'est très douloureux de ne pas pouvoir partager ces émotions. Pour moi, la sensibilité, c'est la liberté. Et si on n'offre pas la sensibilité d'abord à soi-même, on ne peut pas l'offrir aux autres. Donc, il y a une liberté dans la relation qui n'existe pas. Et on est tellement mieux quand on peut partager des émotions de part et d'autre. C'est merveilleux, c'est la liberté. C'est des relations qui sont nourrissantes. Exact. Autrement, c'est comme manger des patates pilées, bouillies. Pas de beurre. Pas de beurre, en plus, c'est ça. Merci. Merci pour ce partage-là. Marie-Danielle. Oui. Ben oui. Toi, tu nous as partagé, en fait, c'est souvent, dans le passé, la plupart des gens disent « Ah, mon père ne vivait pas ses émotions. » Toi, c'était le contraire. Tu as eu un père vraiment ouvert qui montrait sa vulnérabilité. Ça a été un modèle pour toi. Oui, vraiment. Un modèle extraordinaire d'homme qui ose, dans sa différence, montrer sa vulnérabilité. Quand je dis différence, c'est que c'est pas qu'il parlait de ses émotions sans arrêt là, à qui veut bien l'entendre, mais quand il prenait le temps de se déposer, qu'il considérait que c'était un sujet qui nécessitait un moment justement d'arrêt et d'intériorisation, il se permettait de partager sa vulnérabilité, de dire ce qui était là pour lui, avec peu de mots. Mais c'était assez consistant comme mot qu'il choisissait. Alors, j'ai eu ce privilège-là. Tu sais, ça me gêne un peu en même temps quand j'entends les histoires des autres. Je suis comme, mon Dieu, que je suis privilégiée. Tu sais, je sais que c'est un privilège d'avoir eu cette opportunité d'avoir une relation dans l'intimité de la communication, dans l'intimité du cœur. J'ai pas de regret avec mon père de comment la relation... Il est décédé maintenant. Là. Il est décédé, ça va faire 4 ans au mois de juin. Donc, voilà. Antoinette. Oui. Oui. Écoute, toi, tu as eu un père à la fois sensible, mais aussi violent. Oui. À l'âge de 7 ans, tu as décidé de prendre ta mère par la main puis tu as dit « On quitte la maison. On quitte papa. » Tu as longtemps été en réaction avec les hommes. Puis là, tu t'es retrouvé à élever 2 garçons. Oui. Ça a été ton défi à toi. Oui. Vraiment. C'était... en fait, même avant d'avoir mes 2 garçons, le fait que il y avait, oui, le vécu avec mon père et ma mère et tout. Moi, je viens d'une grande famille de 9 enfants. Et en fait, j'ai vu aussi à travers ça que quand la sensibilité n'est pas dans un contenant sain, où est-ce que ça peut m'amener? C'est-à-dire à un espace que dans les distorsions qu'on peut amener à la violence. Parce que même jeune, je pouvais observer que ce qui se passait, si je reviens à mon père, il y avait quand même en arrière de ces réactions une grande sensibilité parce que très souvent, par la suite, il pleurait ou il s'amenait avec ce qui était en arrière. Alors ça m'a amené à faire un cheminement, puis c'est là que j'ai vu toute ma réaction face à l'homme. Quand j'étais enceinte la première fois, et mon intuition me disait c'était un garçon, c'était comme pour moi, oh my God, il faut absolument que je transmets pas soit certaines attitudes ou croyances inconscientes ou quoi que ce soit. La grande urgence d'aller me regarder puis d'être encore plus consciente de ce que je communique
en lien avec l'homme. C'est pas juste de dire on va élever des enfants, c'est que je vais les élever avec tout ce que je porte en dedans de moi. Tu voulais pas transmettre cette colère-là qui pouvait t'habiter par rapport aux hommes, puis en même temps, il fallait que tu sois avec aussi. Donc, Oui, c'est une question, effectivement. c'était C'est une danse ça. qui n'était pas évidente pour toi, avec un grand souci de transmettre à tes garçons tout ce qu'ils allaient avoir besoin Oui, pour devenir des hommes. exactement. Puis la beauté de l'homme aussi. La là. beauté de l'homme. Ah oui, la beauté. Juste d'en parler, Ah, voilà. ça me fait la beauté de l'homme parce que ça, c'est... L'homme est très beau. Ben, je C'est pas trouve ça- Charlie Théroux qui chantait « C'est si beau, un homme Oui, c'est ça. Ben, justement, parce que ça m'amène à ma prochaine question. On parle de la beauté de l'homme. C'est quoi le gars idéal? Dans le sens, les gars sont souvent pris entre la virilité, la sensibilité, la force, la vulnérabilité. Qu'est-ce que vous recherchez chez un gars ou ça serait quoi cette espèce d'équilibre-là? À quel moment qu'on veut avoir ce gars-là sensible, puis à un moment donné, le gars fort aussi est important? J'aimerais ça vous entendre parler là-dessus. En tout cas, pour moi, si un homme est sensible, ça ne lui enlève aucunement sa virilité. Au contraire. Pour moi, un homme qui est capable de se montrer vulnérable, ben, je vous vois faire oui, les Ben filles, oui, là. certain. Qui est capable avec humilité, de dénoncer ce qui est là pour lui, moi, ça me charme. Je suis charmée par ça. Ce qui est important pour moi en relation avec les hommes, c'est qu'ils aient une curiosité et un désir de continuer d'apprendre à se connaître pour qu'il puisse y avoir des échanges qui soient riches, sincères et vrais. Moi, c'est ça. Donc ça pourrait être quelque chose, un désir d'apprendre à se connaître pour toi. Ouais. Ça fait partie de ce que tu recherches chez un gars. Ouais. Un gars qui est en recherche intérieure, tu sais, qui veut... Ouais. Tu ne demandes pas la perfection, mais tu demandes quelqu'un qui veut avancer. Qui a la qui veut capacité s'ouvrir. à se remettre en question. Ouais, Parce ok. qu'on n'est pas parfait comme être humain. Puis Exact. moi aussi, il m'arrive parfois de ne pas être authentique, de me défendre dans certaines situations. Mais la capacité à se remettre en question, je trouve qu'elle est vraiment riche pour au moins pouvoir évoluer ensemble. Fait que moi, je dirais que c'est ça. Ça serait ça pour toi. Ben, Antoinette? mais moi, je dirais peut-être que je porte quand même un niveau d'idéal qui est avec, je le considère l'homme chevalier. J'ai besoin d'un niveau de sécurité dans la relation à l'homme et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. En même temps, sa sensibilité, pour moi, c'est de la virilité et c'est pas du tout un homme qui est pas en contact avec sa sensibilité. J'ai de la difficulté même à le trouver attirant pour moi. OK. Et ce qui est très important pour moi, c'est la complicité, c'est l'ouverture que la différence est une richesse pour moi. Et beaucoup d'évoluer ensemble et de continuer de travailler sur nous-mêmes en même temps. Ah oui, il y a encore aussi l'aspect du désir de travailler sur soi, d'évoluer ensemble. C'est une partie qui est importante. C'est ça. Fait que le chevalier sensible, un peu, pour toi, on Exactement. pourrait dire ça. C'est exactement ça. Il est beau, comment tu le décris, là? Je me fais... Oui, oui, hein? Naomi? Ben, pour moi, ça prend les deux pour avoir l'équilibre. Moi, je dirais que, en fait, j'ai pas d'homme idéal, mais il deviendra idéal pour moi à force qu'on se travaille mutuellement. C'est un homme qui a accès à sa sensibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un besoin parce que c'est ce qui me donne accès à avoir un certain rapprochement, être plus intime à la personne. C'est ce qui va me permettre, moi, de m'ouvrir à la personne. Puis ensemble, tu sais, il n'y a pas besoin d'être parfait. Il va vivre des défis, mais on va les vivre ensemble. Parce que pour moi, c'est important, lorsque je suis avec quelqu'un, qu'on avance ensemble. Pas que tu fais juste m'encourager. Non. On chemine ensemble. Mais c'est aussi important, je dois le nommer, là, qu'il soit viril. Moi, je suis tout petit, je ne suis pas capable de faire des travaux, mais ça me prend un homme que lui, il va, tu sais, Dans la partie dans manuelle la des partie choses. manuelle des pratiques. choses C'est ça, exactement. très pratiques. OK, c'est bon, c'est bon. Toi, Karina, ça semblait bien sonner avec toi tantôt, sensibilité et virilité, où les deux vont bien ensemble. C'est... Ah, clairement.
Clairement. Clairement. Puis la force, définition, c'est quoi la force? Tu sais, Hum. Puis un mot qu'on n'a pas encore nommé, puis qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Es-tu autonome dans ce que tu vis, dans ce que tu fais? Puis mon chum, je le trouve beau, je le trouve viril, je le trouve extraordinaire. Puis il est hyper sensible, puis il m'a démontré sa force. Je vous raconte une petite anecdote. On a un projet ensemble, on se bâtit une yourte chez nous dans Charlevoix, puis c'est un projet commun. Puis à un moment donné, moi je travaillais, puis lui il est professeur, donc il a son été de libre. Puis à un moment donné, il me dit, tu sais Karina, il dit notre projet là j'ai l'impression que c'est moi qui le porte. Hey, la force que ça y prenait pour dire ça. Puis là, dans sa tête, il était « Ouais, mais moi, je suis professeur, je suis en congé l'été, elle a sa business. C'est quoi, moi, d'y aller tout seul? » Puis là, il y avait ce discours-là. Puis le deal que j'ai fait avec mon chum, ça, c'est l'avantage aussi de rencontrer quelqu'un quand on est plus âgé. On dit « Nous autres, on se dit tout. La moindre petit croche dans le soulier ou grain de sable, on se le dit, on ne porte plus rien dans notre sac à dos parce que ça pourrit à un moment donné, tu sais. Fait que là, il me dit, je sens que notre projet, je le porte davantage sur mes épaules. Puis je sentais qu'il y avait un peu la voix tremblotante quand il me disait ça, mais je dis, hey, quel courage que ça prend pour me dire ça, parce qu'il a dit sa limite, il a dit dans quoi il était pas bien, puis j'ai dit, tu sais quoi, chérie, t'as tout à fait raison, on va changer le contexte, puis c'est vrai que je te laisse avec le projet, puis moi, je fais d'autres choses. Puis là, j'ai regardé mon chum, et j'ai dit, ah, t'es hot. Viens ici, chérie, qu'on se colle. Tu sais, pour moi, ça, c'est aussi la virilité d'être capable de s'assumer dans ce qu'on dit. Oui. C'est très sexy. Mais j'aime ça que tu parles d'accueillir, tu sais, les émotions chez l'homme. Parce que les hommes, déjà, en partant, ne sont pas nécessairement des experts là, à démontrer qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment. Puis ma question pour vous, avec la grande ouverture que vous démontrez avoir, y a-t-il des choses que vous trouvez pas si évident que ça à recevoir de la part de votre conjoint, comme une émotion, comme une sensation, ou comme une communication qui sort peut-être pas comme vous aimeriez que ça sorte? Y a-t-il des choses des fois que c'est plus difficile? Ça peut être plus, je sais pas, confrontant ou c'est plus difficile à accueillir? Le silence. Quand elle, là, à un moment donné, il dit, OK, là, il dit, là, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'une pause. Un peu comme toi, tu disais, oui, là, il faut que j'apprenne à laisser de l'espace, mais il faut revenir à un moment donné. Il faut se donner un délai. On se reparle dans, OK, tu as besoin de plus d'espace pour moi pour digérer. Moi, quand il y a un silence, je vis moins bien ça. J'aurais envie de dire, OK, on reste en lien, mais il faut que je le respecte quand il me dit, OK, là, j'ai besoin d'un espace. Mais il faut qu'on se donne un délai. C'est 24 heures, c'est 48 heures. C'est 3 jours, mais il faut qu'il y ait un délai où on va revenir à ça. Il y a un engagement. Il y a un engagement, oui. Mais le silence, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Il faut que j'œuvre sur moi dans ce temps-là. Ben moi, contrairement à vous, d'un coup que je sais que la personne a besoin de son espace, je ne mets pas de cadre. Parce que je me dis, je ne veux pas lui donner de limite dans le temps qu'il a besoin. Je ne lui donne pas, mettons, on se parle dans 24 ou 48 heures. Si ce que mon partenaire vit a besoin de plus de temps, bien, ce serait plus de temps. Mais juste pouvoir le nommer. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de savoir que ben, j'ai besoin de temps. Parfait. Je vais te le nommer aussi, ben, je vais attendre que tu me reviens. Mais mettre une limite, pour moi, c'est difficile de, ben, pas mettre une limite, mais de cadrer la personne, de dire, ben, on en parle dans 24 heures, dans 48 heures. Ça ne fonctionne pas pour moi. T'es Parce bonne. que moi, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais je le respecte dans ce qu'il vit et j'attends. J'attends que la personne me revienne. C'est pas facile, surtout qu'on habite ensemble. C'est quasiment impossible de le faire. Mais ça demande du temps, ça demande le respect de l'autre, le respect du rythme de la personne. Absolument. Mais dans la limite de à quel point qu'on est capable d'accepter la vulnérabilité qu'on demande chez l'autre. Moi, je dirais, je préfère toujours la vérité. Je préfère l'entendre de la bouche de mon partenaire que de l'entendre ailleurs. Mais je ne veux pas peser sur la pédale si tu as vécu un trauma et que tu n'es pas prêt à en parler. Ça, je le respecte. Mais d'entendre des choses dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça, pour moi, c'est inacceptable dans la relation. Fait que tu laisses un espace, finalement, à ton conjoint
pour qu'ils puissent te dire librement les choses. Parce que souvent, le silence, ça peut être aussi des fois, j'ai envie de me retrouver dans ma grotte comme gars là, pour processer là, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a fait ou qui se sent peut-être coupable ou il est dans la honte par rapport à ça. Toi, tu es ouverte à tout entendre. Je suis ouverte Tu es ouverte à ça. Tu laisses cet espace-là. Ça ne veut pas dire que je vais accepter, mais je suis ouverte à l'entendre. Exact, exact. Parce que tout n'est pas acceptable. Puis le non-dit, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile dans une relation. Je suis pas capable avec le non-dit. Puis vous autres, est-ce que vous êtes prêtes à tout entendre? Ce que vos conjoints ont à vous dire? Ben, honnêtement, moi, tant que c'est dit de façon responsable, oui, je suis capable d'entendre. Il n'y a pas une émotion qui me fait plus peur que l'autre, qui soit en colère, qui soit triste, qui vive de la honte. J'ai pas un problème avec une émotion en particulier. C'est quand il n'y a pas de responsabilité. Moi, j'ai un moment, là, quand en relation, ça m'est arrivé à quelques reprises, pas juste avec des chums, mais en relation avec d'autres hommes aussi, quand la personne se met à parler de moi. T'es comme si, ou elle tente de me définir, ou elle me porte des intentions. Je te le dis, Sébastien, moi, je deviens tellement mal dans ces circonstances-là. J'ai de la difficulté à rester présente. Ça me fait réagir fort en dedans de moi. Je me sens envahie dans mon territoire psychique. Je me sens envahie. Tu sais, même, je te le dis, puis je recule sur la chaise. Quand on parle de moi, qu'on tente de me définir, c'est inacceptable. Donc, cette façon de communiquer, de parler de ses émotions est difficile pour moi. C'est pas toujours facile parce que si l'homme n'a pas appris à parler de lui, ou même la femme, là, parce que nous aussi, des fois, on ne sait pas trop comment le dire, ça peut être délicat, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, une capacité à se remettre en question. Tu sais, avec mon chum, il y a de ça souvent. Il dit, c'est vrai, là c'est vrai que j'ai parlé de toi. Donc ça, pour moi, c'est rassurant, puis c'est humain. C'est vrai. Et l'autre chose que je peux trouver difficile en relation, moi, c'est la considération. J'ai besoin de me sentir considérée parce que dès que j'aime, que je m'investis dans une relation avec quelqu'un, je considère. Je me mets disponible, je me mets présente pour l'autre. Alors, quand, de l'autre côté, par exemple, mon chum, dans son intensité, là, j'ai envie de faire une adresse à la caméra. Oui, chérie, je parle de toi. Je te nommerai toi. Comment il se prénomme déjà? Non, On n'ira pas là! Mais il va se reconnaître, par exemple. Non. Ouais, c'est ça. C'est que dans la considération, dans son intensité, il veut vraiment pas mal faire, là. C'est juste, c'est dans sa personnalité. Il va avoir des élans. Moi, j'ai une sensibilité à être considérée. Puis, c'est pas tant dans la façon d'exprimer l'émotion, c'est juste qu'il y a peut-être quelque chose qui a été trop vite pour lui puis qu'il n'a pas eu le temps d'intercepter. Mais moi, si je veux pas devenir frustrée, que ça crée un non-dit puis que ça nous éloigne, là, je m'amène avec avec cet élément-là de non-considération, de comment moi je l'ai senti. Il partait pas de pas me considérer. Mais pour moi, ça, c'est très important. Ouais, la considération, c'est un besoin important pour toi. Puis, tu sais, je veux revenir à ce que tu as dit juste avant, tu sais, en lien avec, tu sais, l'expression, ça peut être de la colère ou de la frustration. Toi, tu es OK avec ça tant que le gars est capable de prendre sa responsabilité. Mais c'est tout un défi avec la table masculine que j'ai eue juste avant d'enregistrer celle qu'on fait en ce moment. Il y a certains gars qui ont presque honte ou peur de cette colère-là qui les habite. Ils savent pas comment la faire sortir, ils savent pas comment la communiquer. Puis, en même temps, sans heurter l'autre personne. Mais les gars vivent souvent de la colère, de la frustration. Puis quand c'est réprimé, mais ça peut sortir en violence. Antoinette, comment tu as pu composer avec ça, toi, avec le temps? Est-ce que la colère masculine, c'est quelque chose que tu peux accueillir avec le passé que tu as? Oui, c'est spécial parce que moi, j'aime mieux qu'un homme me dit vraiment ce qui se passe pour lui, là, même s'il est en colère, mais qu'il n'est pas en train de me définir, par exemple. Là, ça, c'est important. Qu'il peut avoir sa colère, puis que même que je vais admirer son expression. Pour moi, je préfère entendre ça que de ne pas l'entendre. Je me sens beaucoup plus insécure, vraiment, puis parce que veut pas, dans notre sensibilité, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'autre. Puis parfois, justement, il veut la refouler, puis dans ces espaces-là, il peut ne pas parler. Alors, moi, la colère, pour moi, quand elle est exprimée avec responsabilité, elle est la même chose que quelqu'un qui a un éclat de rire ou qui pleure ou qui...
je différencie pas les émotions de cet espace-là. Même la colère, pour le masculin, pour le féminin aussi, c'est une énergie de vie, puis c'est important qu'elle soit vécue. Si je peux faire, juste entre parenthèses, un de mes fils, quand il était jeune, j'ai observé qu'il avait beaucoup tendance à refouler cette partie de lui. Puis à un moment donné, il était fâché avec son frère. Puis là, son corps tremblait. Puis là, j'ai vu tout ce qui était refoulé en dedans de lui, que j'étais acheté une affaire pour les enfants. Tu sais, et je lui ai mis ça dans sa chambre. Puis je lui ai dit que tu as le droit de vivre cette émotion-là. Et je vais rester là. Puis pour commencer, je l'ai encouragé à la sortir, à taper. Alors, c'est comme les émotions, c'est d'une beauté. C'est plus ce qu'on fait avec qui devient une distorsion. Ouais, puis c'est ça. C'est pas tant la colère qui est le problème, c'est de la façon dont on les projeter. Hein. Tu sais, j'entends mettre ça sur le dos de l'autre, juger l'autre avec sa colère. C'est ça. Je vois que tu as fait un cheminement aussi, Antoinette, par rapport à ça, tu sais, de travail sur toi pour être capable d'accueillir les émotions de colère qui sont à l'extérieur. Puis j'entends aussi que c'est, en bout de ligne, c'est même plus sécurisant de savoir qu'est-ce que le gars vit derrière. S'il peut en parler qu'il vit de la colère ou de la frustration, bon, tant qu'il ne l'applique pas en violence, mais il y a de la place pour ça. La colère, on a tellement de difficultés avec ça. Puis, tu sais, on est pris, autant les hommes que les femmes, avec cette émotion-là. Une femme en colère, c'est pas beau, là, tu sais. Alors, c'est aussi suspect pour une femme. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est comme... moi, j'ai envie de la colère, puis je suis très enflammée, puis ce que je fais maintenant, c'est un peu comme dans des films, tu sais, ce film s'adresse, il y a des avertissements au début des films, là je dis, là, je suis encore lisse. Je suis encore lisse. Là, j'ai besoin de le dire, là. Ça n'a rien à voir avec toi, mais il faut que je le dise. Alors là, de savoir que justement, tu sais, j'ai besoin que ça sorte, puis que c'est pas dirigé vers l'autre, mais j'ai cette émotion-là, justement, ça cadre, tu sais, moi, parce que j'ai besoin d'exprimer la colère, sinon j'étouffe avec ça. Mais effectivement qu'on a beaucoup de difficultés avec l'expression de la colère, moi, je trouve, dans notre société, là. Puis ça, c'est important de le dire. Puis un autre point aussi que je trouve, moi, sur lequel on œuvre, mon chum et moi, puis ça nous permet de passer à travers toutes sortes de montagnes russes, c'est que la vérité avec un grand V, là, une seule facette de la vérité, ça n'existe pas. Tu sais, toi, tu l'as vécu comme ça, c'est un événement en fonction de qui tu es, de ton passé, de ta sensibilité, etc. Moi, je l'ai vécu de même. Puis il n'y a pas de rapport de pouvoir. Non, c'est de même, ça s'est passé, puis c'est ça. Puis là, on s'en va nulle part. Tu sais, mais toi, tu l'as vécu comment? Moi, je l'ai vécu comment? OK, on fait quoi avec ça? Une espèce de co-création, de coexistence. Parce que j'ai fait beaucoup de recherche et développement en relation homme-femme. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais bon. Je sais pas pourquoi tu me pointes. Tu parlais de 25. Je disais, on ne mettra pas de nom. Mais tu sais, moi aussi, j'ai fait beaucoup d'expériences. Je suis une femme de terrain. Mais puis on sombrait rapidement dans le rapport de force, de qui a raison, qui a tort. Mais on s'en va-tu nulle part quand on fait ça? Là, c'est quand on fait juste... Toi, tu l'as vécu de même. Moi, je l'ai vécu de même. OK, qu'est-ce qu'on fait? Pas essayer de gagner sur l'autre, là. C'est tellement apaisant. Voilà. J'entends que vous avez fait un bon bout de chemin là-dedans en ce qui concerne la communication. Parce que vous êtes très clair de vos besoins, de qu'est-ce qui vous habite, de qu'est-ce que vous cherchez en relation. Puis ma question pour vous, c'est que justement, les hommes n'ont pas nécessairement ou ont moins cette habileté-là, probablement parce qu'entre eux, ils ne communiquent pas beaucoup de leurs émotions. Hein? C'est un cercle des hommes où parler de ça, c'est pas si évident que ça. C'est quoi le rôle comme femme que vous considérez que vous avez justement d'amener l'homme à mieux communiquer? Comment ça se fait en relation? Comment est-ce que ça se place, ça? C'est quoi le genre de danse que ça demande pour créer des communications authentiques, puis d'amener peut-être les gars à être plus ouverts, plus vrais, à prendre responsabilité de ce qu'ils vivent aussi? Bien, à travers ce qu'on parlait juste avant, ce que tu amenais, je pense que c'est d'en valider d'abord. Tu sais, tu dis, oui, tu m'as blessé, c'est pas de commencer à argumenter, non, je t'ai pas blessé, mais juste valider.
tu as été blessé. Et je pense que déjà là, la colère, si elle était là, elle va descendre ici. Dans la validation, il y a quelque chose qui se passe, qui fait du bien. Puis déjà, on crée un canal de communication pour s'ouvrir un petit peu plus. Fait que déjà, ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Si, tu sais, parce qu'on dit comme femme, qu'est-ce qu'on peut apporter? La femme qui a fait un travail sur elle, qui se connaît un petit peu plus, validée, peut favoriser, je pense, l'ouverture à l'homme, de se permettre d'explorer des zones qu'il n'a peut-être pas l'habitude d'explorer. Peut-être, moi, je peux rajouter à ça, ce qui avait beaucoup d'impact, c'est comment moi je m'amenais. Je pense que ça, dans les couples de relations importantes que j'ai eues, que l'autre va me dire, comme il va arriver une situation où que c'était soit un conflit ou inconfortable ou comment je m'amenais avec ça, comment je parlais de moi, comment je nommais ce que ça me faisait, moi, et mes peurs aussi, on va dire, en lien avec l'autre. C'est comme ça ouvre la porte, c'est pas menaçant pour l'autre, puis ça l'amène à s'ouvrir plus dans sa sensibilité. Ça te demande, toi, avant tout, le courage de te rendre vulnérable. La vulnérabilité invite à la vulnérabilité aussi, donc à l'ouverture, donc moins dans la défensive, plus une communication qui peut être constructive, si j'entends. Oui, parce que, tu sais, de contacter la honte, l'humiliation, surtout pour moi comme femme, ça m'a pris un bout de temps avant de pouvoir me montrer dans ça. Dans ces parties-là, un homme, puis juste de parler, c'est ça, là. Puis c'est pas la tristesse, c'est plutôt d'être, je dirais, être ému par moi aussi, de pouvoir le faire maintenant, là. Puis même avec que ça... Pour moi, c'est ma puissance qui m'amène à faire ça. Et c'est pour ça que je peux recevoir aussi l'homme dans ses états les plus vulnérables. Pour moi, d'être capable de parler de ces aspects de nous-mêmes qui sont les plus vulnérables, la honte, parce que la honte, ça prend beaucoup de temps avant qu'on puisse aller la toucher. Pour moi, ça prend de la puissance d'aller là. Et non pas de la... c'est pas du tout de la faiblesse, là. C'est le contraire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Absolument, Karina. Parce que oui, la vulnérabilité, puis je suis tellement d'accord avec toi, la façon dont on approche, puis comment on se présente et tout ça. Je peux-tu me permettre un commentaire, messieurs, là? Si on arrive avec notre vulnérabilité, puis vous me dites des conseils, quoi faire, c'est pas la bonne chose à faire, s'il vous plaît. Quand on parle de ce qu'on vit, on n'a pas besoin qu'on trouve des solutions pour nous. Juste rester là. Ça, c'est déjà beaucoup. Ça, là, effectivement, on va commencer à aller à quelque part. Puis finalement... Moi, ce que j'en comprends dans mon expérience de vie, de terrain, de femme amoureuse, c'est dans n'importe quelle relation, c'est la sécurité. Est-ce que je suis en sécurité dans cette relation-là? Est-ce que la confidence que je te fais, tu vas en prendre soin? C'est un cadeau, quelqu'un qui nous fait une confidence. Tu me la resserviras pas quand à un moment donné, on va avoir un enjeu, puis tu te souviens, là, oui, tu m'as dit telle affaire, puis ça va resservir. L'intimité, la sécurité, l'intimité, la qualité d'une relation va avec la sécurité que l'on a, à la sécurité affective dans la relation. Fait que c'est de s'ouvrir, d'accueillir l'autre, de prendre soin de ce qu'on se dit. Je pense que quand on est en sécurité, tout est plus chouette. Le sexe est mieux, la relation est mieux, tout est mieux. Tout à fait. C'est ça la danse que tu as dit au début, puis ça a un grand impact sur la sexualité définitivement. L'entrevue tire à sa fin, ça va vite. J'ai envie de vous poser une dernière question puis de faire un tour de table. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans vos relations avec les hommes? Y a-t-il une place où vous auriez envie de dire un merci peut-être ou quelque chose? Genre, j'ai grandi dans cette partie-là. Je vous pose cette question-là pour que les hommes puissent comprendre que qui ils sont en relation avec tout ce qu'ils portent peut aussi aider à grandir.
Moi, je suis émue là, juste de cette question-là qui ramène dans le cœur de... Tu sais, je repense aux hommes qui ont été marquants dans ma vie, aux relations, et ça me touche beaucoup. J'ai une immense gratitude et reconnaissance pour chacune de ces personnes qui ont passé dans ma vie, qui ont partagé de l'intimité avec moi. Et les chemins qui ont fait qu'on s'est séparés, c'est parce qu'on ne voulait plus aller dans la même direction. Puis c'est pas parce qu'il est moins bon que je suis moins bonne, ça n'a rien à voir. C'est juste un moment, on veut plus les mêmes choses, on n'est plus à la même place. Moi, je suis très reconnaissante. Ils m'ont tous apporté quelque chose de très fort qui fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Tous. Même les rencontres, des fois, d'une semaine. Une date que j'ai eue dans un bar un soir que je fais « Hein? Ah oui, mais merci parce que tu m'as montré que moi, c'est ce que je voulais, c'est ça. » Puis que, en tout cas, bref. Merci. Ouais, j'ai envie de dire merci. Merci, Marie-Danielle. C'est une très bonne question. Je reprends mes esprits, là. Je trouve ça très touchant. C'est une très bonne question. Moi, je suis dans la gratitude aussi, mais je suis dans la gratitude d'avoir pu vivre avec, partager en fait des relations avec deux cultures différentes, ce qui fait aujourd'hui que, tu sais, je vois la différence et le manque lorsque je touche à la vulnérabilité masculine et lorsque je ne touche pas. Et j'y ai goûté et pour moi, je le vois que c'est essentiel. Puis, en fait, j'ai beaucoup de gratitude parce que ce que ça fait, c'est que ça fait que moi, j'ai envie de m'offrir de la douceur, de m'accueillir dans tous les espaces, puis de me choisir, puis de me dire, ben c'est correct si j'accepte pas des choses, puis de pas me sentir mal parce que j'accepte pas. Puis arriver à me choisir, pas en termes de temps, ah, parce que ça fait longtemps que je suis avec toi, je veux pas partir, ou parce que j'ai des enfants avec toi, je peux pas partir. Non, mais de me choisir moi en tant que personne. C'est ce que ça fait pour moi. Puis j'ai une énorme gratitude de pouvoir me choisir aujourd'hui, puis d'être bien dans ça. Ça, c'est l'aboutissement de l'apprentissage dans tes relations. Oui. Là. Apprendre à te choisir. Apprendre à me choisir, puis être bien. Être bien. D'avoir cette légèreté-là, tu sais, dans le choix, puis je le fais, puis je suis bien, puis je m'offre la douceur, puis je m'accueille là-dedans, puis je fais mon bout de chemin. J'ai de la gratitude pour ça. Merci, Naomi. Ben moi, j'ai envie de dire que j'étais de celle qui a dit souvent, on dit les hommes, qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Ça marche pas les hommes, puis c'est de sa faute, puis pour finalement me rendre compte que ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher parce que j'avais pas fait la rencontre la plus importante. J'avais pas fait la rencontre avec moi-même. J'étais portée toujours vers l'autre, je regardais l'autre, puis qu'est-ce qu'il fait de pas correct? Tu sais, mon équation au départ, elle n'était pas la bonne. Donc, jusqu'à temps que ça fait pas longtemps là, que j'ai appris que c'est dans mes bobettes que ça se passe au sens propre. Reviens à toi. Toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Puis, je suis vraiment dans une posture où je me porte, je ne fais pas porter à l'autre, je me positionne et ça amène l'autre à... J'ai pas d'attente, je sais ce que je veux, mais j'ai pas de projet sur l'autre. Je peux décider de partir, je peux rester là, mais c'est pas parce que je suis en réaction par rapport à l'autre, mais c'est parce que je suis dans mes bobettes, dans ma posture à moi. Et ça change tout. Donc, voilà, un peu, je salue. Chaque relation m'a amené à me rendre compte que finalement, ça ne pourrait pas marcher parce que j'avais pas fait la principale rencontre qui était moi-même, finalement. Je pense que pour moi, ça commence comme ça. Merci, Karina. Merci. Et moi aussi, ça m'émeut beaucoup cette question-là. Puis c'est comme si le fil du film des relations s'est déroulé vite. Et je peux dire que, je le dis aussi souvent, que j'étais une femme, je dirais, choyée. J'ai eu les quelques relations importantes, des hommes de qualité. Même s'il y avait des choses dans la relation qu'il
y allait pas, mais c'était des hommes de cœur. Et c'est pour ça que c'est pas juste théorique. C'est comme j'ai vécu quand un homme est vraiment dans l'ouverture de cœur, toute sa beauté et sa grandeur. Et quand ils s'ouvrent dans leur cœur, je dis parfois que l'homme a une plus grande capacité d'aimer à un certain niveau que la femme. À un certain niveau, quand il ouvre son cœur, parce que j'ai vécu ça, puis je dirais une de ces relations, wow, ça me touche. En fait, m'a beaucoup appris à recevoir l'amour de l'autre. Parce que moi, avec mon vécu, je me débrouille seule. Hein? Je peux être très indépendante et même si je vais être là pour l'autre, mais c'est comme si je voyais pas que j'ai de la difficulté à me laisser porter par l'autre. Puis, une de ces relations, il a eu de l'effet sur moi de me voir que j'ai de la misère à recevoir. Alors, j'ai beaucoup de gratitude pour les relations qui ont passé dans ma vie. Je complète avec ça. Hey, merci à vous quatre. Je suis vraiment touché par cette rencontre-là. Merci pour votre amour des hommes. Puis merci de créer cet espace-là pour que cette invitation-là, pour dire aux gars, tu sais, d'être vrai, d'être sensible, authentique, de s'emmener dans qu'est-ce qu'on sent, c'est important. Fait que merci d'avoir participé à cette table ronde-là aujourd'hui, à tous et chacune. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, puis merci à toi. Oui. Merci beaucoup de te montrer comme homme Oui. avec nous et de créer cette tribune pour, comme modèle. Tu es un modèle de gars, Sébastien, pour moi, qui est gars et qui se montre avec toute sa vulnérabilité, sa sensibilité dans ta différence. Et que c'est bon d'être en relation avec toi dans ce contexte-là. Merci. Puis c'était bien agréable, vraiment, de partager avec vous. Là, c'était vraiment très touchant, puis très nourrissant, protéiné. Un mot que j'aime, protéiné. Un mot que tu aimes, protéiné. Alors oui, aux relations protéinées, aux relations ouvertes et sensibles. Yeah! C'est ça. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce panel de discussion entre filles que Sébastien a animé. S'il y en a qui ont des questions, commentaires, vous pouvez les écrire encore une fois. Sébastien et moi, on va faire un petit retour là-dessus, là, quand même. Mais d'abord, Sébastien, merci. Tu sais, comme gars, moi, j'étais curieux. J'étais curieux d'entendre des filles jaser ensemble puis qui nous donnent accès de ce qu'ils vivent avec les gars. T'sais, ça, j'ai adoré ça. Puis moi, je retiens une affaire en particulier. Toi, tu as retenu plusieurs choses que tu pourras nous donner, là, mais une affaire que je retiens, c'est que les filles disent « Ah ouais, on est prêtes à entendre, même de la colère. » Mais en même temps, ils sont honnêtes. Elles disent « Peut-être ça fera pas mon affaire. » Tu sais, les gars, peut-être ça fera pas son affaire, mais elles préfèrent l'entendre. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être encourageant de... Dis-les, mais attends-toi pas d'être reçu tout le temps, c'est pas réaliste. Comme, merci, mais elle va te dire ce qui se passe pour elle, pour que la discussion se fasse. Ça, j'ai bien aimé cette invitation-là, honnête, de la part des filles, là. Absolument. Puis, tu sais, c'est une réponse qui vient au fait, une intolérance au non-dit. Oui. Le non-dit qui crée des conflits dans la relation. Tout ce qui n'est pas dit, hein, ça crée des branches. Hein, c'est Colette Portelance qui dit ça dans le pont de la relation, dans le couple. Alors, les non-dits éloignent. Puis c'est ce qu'on a compris, que ces femmes-là ne veulent plus avoir de non-dits dans leur vie, qu'elles préfèrent entendre la vérité de la part des hommes, que ça soit agréable ou pas. Ça, comme Naomi disait, ça ne veut pas dire que je vais tout accepter, mais je préfère vraiment entendre qu'est-ce qui se passe vraiment pour qu'on puisse avoir une base pour créer une communication. Ça, c'est assez unanime. Assez unanime. De vouloir tout entendre. C'est comme Karina qui a dit « Nous, on se dit tout. »
Oui, exactement. Mais je pense que les 4 avaient le même discours. C'est 4 femmes de parcours différents, on l'a vu, mais ils ont tous en commun. En fait, le message pour les hommes, ni plus ni moins, hein, c'est que la sensibilité est souhaitable, désirable Ben ouais. et essentielle pour créer cette relation-là, justement. Puis on écoutait ça, je vous le dis, moi puis Sébastien, on était debout, on regardait ça en même temps. Là. Puis tu sais, moi, ce que je disais, ce qui me frappait, hein, je te disais ça, c'est l'intensité avec laquelle les filles ont eu le goût de se livrer dans ce qu'ils vivent, le goût, le côté volontaire Absolument. de parler de comment ils ont le goût d'entendre les gars. Marie-Danielle, tu sais, tout. Puis encore une fois, elle aussi, toute l'ouverture, l'amour qu'elle a des hommes, mais pas en se pilant dessus, en donnant un exemple là, aussi de ça, du respect d'elle, du besoin de considération. Fait que ça rejoint la femme qui veut entendre, mais qui va exister aussi, les gars. Ben, en fait, c'est ça qui est beau. Puis ce qui est... je pense que qu'est-ce qu'elles ont tous en commun, ces femmes-là, dans leur parcours, c'est qu'elles ont été appelées à un moment donné aussi à se choisir dans la relation. Okay. Donc, à pas laisser rentrer des choses dans leur vie qui leur conviennent pas pour se faire aimer, pour pas perdre, pour pas choquer, pour pas déplaire. Ils ont récupéré ça maintenant, puis ils sont capables de s'emmener dans la relation avec leurs besoins, en créant quelque chose qui est solide puis qui est sécurisant pour eux. Fait que ça, c'est un point tournant, j'ai l'impression, à un moment donné, dans leur cheminement, dans la vie de couple, ce désir de reprendre ces besoins-là en main, de s'en occuper puis de s'emmener avec ça dans la relation, courageusement. Puis moi, ça me fait penser, tu sais, Jeanne Maucram, ça fait au-dessus de 20 ans, ça a changé, les femmes. C'est le résultat du féminisme. Les filles dans les cours à cette heure, surtout les jeunes filles, là, ils ont une voix forte, affirmés, ils prennent leur place et c'est positif. Puis c'est ce qu'on a vu là. Oui. On a une question, excuse-moi. On regarde, tu vois, c'est quoi? Oui. Je peux pas le voir, OK. C'est parfois difficile de parler de ce qui nous dérange, surtout quand on a été blessé, rejeté dans l'enfance. Y a-t-il une façon de se débarrasser de cette peur, de l'incompétence qui nous force souvent à nous fermer? As-tu quelque chose à dire là-dessus? Je vais commencer, Yvan. Oui, OK. Vas-y. Moi, je peux vous dire une chose. La plupart des gens que j'accompagne ont leur expérience blessante, là, blessée. Tu sais, puis on fait avec, on apprend. C'est ça qui va créer des défensives. D'abord, c'est de reconnaître les zones sensibles blessées. C'est de voir les défensives qu'on a avec ces zones-là pour apprendre à pas se défendre. Puis je trouve que les filles ont parlé comme ça. Oui. Avec leur expérience, ils ont appris à pas se défendre, à voir leur défensive, à pas s'en défendre et ensuite trouver une autre façon d'être en relation. Les relations humaines, ça nous confronte à faire avec les zones sensibles, les blessures qu'on a, se responsabiliser de nos défensives et les transformer. Là. Absolument, absolument. Puis la question est tellement pertinente parce que pour moi, c'est vrai que c'est le chemin le plus difficile à faire. Mais il y a une phrase de Colette Portelance que j'adore puis qui va toujours me rester en tête, c'est « On est blessé dans la relation et on se guérit dans la relation aussi. » Et pour moi, se montrer vulnérable, dans la mesure où on peut le faire, hein, parce que c'est pas avec n'importe qui, mais de s'emmener dans sa vulnérabilité, pour moi, c'est le chemin de guérison, d'être accueilli puis d'être accepté là-dedans. Puis justement, il faut s'emmener dans ses blessures, je crois, pour se guérir puis créer une relation où l'intimité est présente, où il y a quelque chose de plus profond qui se crée que de s'en cacher, de les masquer et souvent de rester dans les non-dits. C'est le compromis à faire, ça demande du courage, mais il y a un gros bénéfice de l'autre côté. Ce que tu ajoutes à ce que j'ai dit, en fait, Sébastien, c'est de l'amener dans la relation, la blessure. Exactement. D'en parler, Exactement. de se partager ça ensemble exact. Pour se faire du bien. Là. Puis tu as tout à fait raison, ça crée une sensibilité mutuelle qui fait grandir. Je veux dire aussi aux gens que Marie-Danielle, qui était dans le panel, nous a écrit, puis elle aimerait ça avoir des commentaires des gars. Il y a une publication sur notre page Facebook pour la table ronde. Fait que si vous voulez commenter, Marie-Danielle aimerait ça avoir les commentaires des gars. Sébastien, il va y avoir aussi une table demain de discussion, un panel de gars. Ah oui, Comment tu peux nous dire ça, là? Hey, écoute. Donner le goût au monde d'être là. Ben,
La table ronde féminine, hein, aujourd'hui, là, ce que j'ai remarqué en tournant avec les femmes, c'est qu'il y a rapidement un esprit où les femmes se sont ralliées ensemble. Il y a une complicité qui s'installe rapidement chez les femmes. J'ai trouvé ça beau. Elles se sont soutenues rapidement à travers le fait qu'elles étaient les 4 ensemble, puis on l'a très bien vu. Hein. La complicité est là. Les gars, s'emmener dans leur sensibilité, ça demande un espace de sécurité. Puis, ça s'est fait beaucoup plus dans la douceur. Ah ouais, OK. Dans un espace où les gars prennent le temps de se dévoiler. Dans des OK. espaces qui n'ont pas l'habitude de nommer à tout le monde. OK. Wow. Fait que c'est ça qu'on va regarder demain avec la table ronde masculine. En fait, ça va prendre un peu les couleurs puis la saveur d'un groupe de paroles d'hommes, Yvan. OK, Ce qu'on va OK. voir demain. Ouais. Des gars qui se dévoilent puis qui parlent d'eux autres dans les choses vraiment qui les touchent profondément dans leur masculinité. Je trouve ça touchant. Toi-même, quand t'en parles, ton ton de voix descend. Ben oui. T'sais, quand tu parles du côté feutré de la rencontre, Ouais. Pour moi, tu y es pour quelque chose là, dans cette ambiance-là. Avec les filles, le ton que tu as donné, la confiance que tu as créée, puis avec les gars, j'ai hâte que le monde voit ça. Ben, j'ai bien hâte de présenter ça demain, au jour 3 du colloque Nouvelle Voix masculine. Merci, Sébastien. Merci, Yvan. Super. Donc, on revient à 2h15 avec Pascal Bergeron qui va nous parler de la sensibilité de façon plus globale parce qu'elle a fait un doctorat là-dessus. Je peux vous dire que moi, je connais Pascal. Ça a été, je vais en parler tantôt, là, un des professeurs à l'université que j'ai eu. J'ai jasé avec elle. C'est une femme qui incarne, qui a une intégrité avec sa sensibilité, qui est touchant et nourrissant. Fait que, à tantôt avec Pascal.